Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. Je suis Fabrice, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose d'écouter l'histoire de Julien. Alors, ça faisait un moment que j'attendais de pouvoir traiter le sujet du cododo et de l'allaitement, et Julien me propose de pouvoir discuter des deux au sein d'un seul et même épisode. Vous l'entendrez dans l'épisode, Julien et sa femme pratiquent le cododo, c'est le petit nom donné à la pratique qui consiste à dormir dans le même lit que son bébé, depuis la naissance de leur fille qui a aujourd'hui 2 ans et demi. Et on discute aussi allaitement, puisque sa femme qui était plutôt anti-allaitement avant sa grossesse, continue aujourd'hui d'allaiter leur petite. Alors vous verrez, j'ai plein de questions à poser à Julien et il m'explique comment ils en sont venus à partager leur couche avec leur fille, comment ça fonctionne au quotidien, les réactions de leur entourage. Enfin bref, j'ai appris plein de choses, c'était très intéressant. C'est pas pour autant que, à titre personnel, j'aurais pratiqué le cododo, mais ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir confronter mes questions au vécu de Julien. Un grand merci à lui d'avoir bien voulu me répondre. Ce podcast est propulsé par Rocky, R-O-C-K-I-E. C'est le magazine pour accompagner les femmes et aussi les hommes qui le souhaitent dans leur vie d'adulte. Vous pouvez vous abonner à notre newsletter sur rockymag.com, R-O-C-K-I-E-M-A-G.com, pour ne manquer aucun nouvel épisode d'Histoire de Daron. Vous pourrez aussi y trouver des articles sur la vie d'adulte, sur la parentalité, sur le boulot, sur le couple. Il y a vraiment plein de choses et c'est très varié. Je vous invite à venir voir, c'est sur rockymag, R-O-C-K-I-E-M-A-G.com. On est avec Julien. Salut Julien. Salut Fab. Ça va ? Ouais, ça va très bien. Merci beaucoup Julien de m'avoir envoyé un mail. Je t'en prie, j'étais curieux, j'avais envie de participer, d'apporter mon témoignage, alors du coup, je me suis dit, pourquoi pas moi, j'essaye, et puis on verra bien si ça donne quelque chose, et puis tu m'as répondu assez vite. Cool. Donc, ouais, j'étais plutôt content. Bon, trop bien. En fait, j'attendais ton mail depuis un petit moment. Enfin, pas ton mail en particulier. Oui, tu voulais aborder ce sujet. Exactement. C'est vraiment un sujet que j'attendais depuis un petit moment. Et ça me fait très plaisir donc, que tu m'aies envoyé un mail parce que ça me permet de pouvoir causer de tout ça. Et surtout, de pouvoir te poser plein de questions. Parce que je pense qu'on a une conception... j'ai une conception qui est assez différente de la tienne de tout le sujet autour de l'allaitement, etc. Enfin, de tous les sujets dont on va parler. Et j'aimerais bien savoir comment toi, tu as conçu ça, enfin comment tu l'as vécu aussi. Avant de rentrer plus loin, dans le sujet en particulier, est-ce que tu peux te présenter ? Quel âge tu as ? Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie ? Donc j'ai 31 ans, je suis réalisateur, scénariste. Là j'essaie de me lancer dans tout ça. C'est un sujet qui rejoint un peu le fait de devenir parent. On pourra peut-être l'aborder un peu plus tard, justement. Mais c'est assez récent et j'en vis pas encore comme je voudrais, mais c'est en bonne voie. Du coup, c'est mon projet là, que je suis en train de créer pour pouvoir vivre de ma passion, vraiment. Et alors, pourquoi tu dis que... Parlons-en maintenant, en fait, si tu veux. Oui, on peut. Pourquoi tu dis que ça rejoint un peu celui de parent ? C'est l'idée de construire quelque chose, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Je pense que le fait de devenir parent, ça a brisé pas mal de trucs avec ma compagne quand c'est arrivé. Ça a remis beaucoup de choses en question. On s'est dit qu'on voulait vraiment faire ce qui nous tenait à cœur. À ce moment-là, quand on est devenu parents, il y a eu quelque chose où je me suis dit, je veux que mon enfant, plus tard, elle soit fière de son père, qu'il n'ait pas hésité à vouloir faire ce qu'il voulait vraiment et à suivre ses rêves. Et c'est ça vraiment qui m'a donné l'envie, qui m'a donné une espèce de déclic. Avant d'être père, avant qu'on soit parents tous les deux, on était là, on était un peu perdus, on ne savait pas trop où on allait. Et finalement, ça a débloqué plein de choses de devenir parents. Et ça nous a vraiment poussé dans une direction, je sais pas, peut-être qu'il y a des gens, peut-être ça leur fait peur de devenir parents et que ça les bloque un peu dans des choses. Nous, au contraire, je crois que ça nous a libérés, ça nous a poussés vers les trucs vers lesquels on n'osait pas aller, justement. Et alors, t'avais, par exemple, professionnellement, tu avais un boulot que tu as quitté, c'est ça ? J'étais agent d'accueil, ça faisait 4 ans. Je m'étais dit, c'est du temporaire pour une année, ça a duré 4 ans. Le fameux temporaire. Le fameux temporaire qui dure 4 ans, qui est payé au SMIC, qui était à temps partiel, qui était inintéressant au possible. En plus, moi, comme c'est le cinéma qui m'intéresse, j'étais à l'accueil de bureau d'une banque. C'était vraiment pas épanouissant pour moi. Je m'ennuyais, j'étais en train de mourir à petit feu ce truc. Et là, je me suis dit, bon, à un moment, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que tu restes là et ça paye les factures ? Ou alors est-ce que tu essaies de faire un truc, tu prends le risque ? Bon, j'ai pris le risque, après on verra ce que ça donnera, mais... Au moins, tu as la sensation d'avoir essayé, quoi. Ouais, c'est ça. Au moins, je veux essayer. Et pour ta compagne, alors, c'est pareil, il y a eu une sorte de grand déclic. Là, elle est en reconversion professionnelle pour devenir éducatrice Montessori. Enfin,
un peu plus loin, elle fait une formation Montessori, mais elle, ce qu'elle voudrait, c'est ouvrir sa propre école avec une pédagogie alternative, avec une grosse base Montessori, mais en la nourrissant de plein d'autres pédagogies qu'elle aimerait découvrir, pour greffer ça et créer peut-être sa méthode à elle. Voilà, donc un beau projet qui prend du temps. Et donc aujourd'hui, vous avez on a parlé très rapidement, mais une petite fille. Oui, tout à fait. Qui a 2 ans, c'est ça? Bientôt 2 ans, le 31 janvier, qui s'appelle Fleur. Comment ça t'est venu, toi, l'idée de devenir papa? C'est un truc que tu as toujours eu ou Ouais, je crois que j'avais pas de plan particulier, mais j'avais l'envie de devenir papa. Ouais, c'était quelque chose d'important pour moi. Et c'était le bon moment. Ça s'est fait assez naturellement. C'est venu comme ça, voilà. Au fur et à mesure du temps de notre relation, on s'est dit, bon, bah maintenant, est-ce qu'on y va? Bah oui, on y va, et elle est arrivée, et c'est que du bonheur. Vous connaissez depuis combien de temps avec ta compagnie? Ça fait un peu plus de 10 ans. Ok. Ouais, ça doit être à peu près ça. Ouais, un peu plus de 10 ans. C'était le bon moment, quoi, pour toi. Ouais. Et est-ce que tu as la sensation que ce moment de vie-là, il correspond aussi en fait, est-ce que c'est l'œuf ou la poule? C'est-à-dire que est-ce que tu penses que l'idée de vouloir bouger dans ta vie, comme tu parlais tout à l'heure, professionnelle, etc., t'a incité à faire cet enfant, en tout cas, j'imagine, en couple? Ouais. Ou alors est-ce que c'est l'envie de bouger professionnel qui t'a dit aussi, tiens, allez, on est parti, montons tout ensemble, avec le recul, un peu de recul. Avec un peu de recul, moi, je dirais que c'est plus le fait d'être devenu parent qui a fait bouger plein de choses. Pendant la grossesse, on a remis beaucoup de choses en question sur nos principes, sur des idées qu'on avait aussi, notre conception de la parentalité, de nous-mêmes aussi, des personnes qu'on était et de ce qu'on voulait pour notre enfant. Et ça a été beaucoup dû à la rencontre avec une femme formidable, une sage-femme qui a fait notre préparation à la naissance, qui nous a donné beaucoup d'infos et qui a fait dévoilé en éclat beaucoup d'idées préconçues qu'on avait sur la parentalité et sur qu'est-ce que ça pouvait être d'être parent, d'être papa, d'être maman, d'où découlent aussi certains choix qu'on a fait, peut-être sur lesquels tu t'interroges. Dont on va causer après, mais voilà. Quand tu parlais de parentalité plus largement que ça, vous avez abordé quel genre de sujet avec cette sage-femme, par exemple? Si tu avais, je sais pas, un ou deux trucs comme ça qui vous a un peu bousculé, enfin dont les idées ont été bousculées, ça m'interroge. Comme ça, du coup, on peut aller sur le sujet du cododo, ouais. Qui, pour nous, un enfant, notre enfant, on allait le mettre dans sa chambre et aller dormir tranquillement, tout allait bien se passer, etc. Enfin, on avait cette idée un peu là. Et quand on a parlé avec la sage-femme, elle nous a parlé un petit peu des statistiques et de plein de choses par rapport aux bébés qui viennent de naître. Et moi, ma compagne, elle avait une peur par rapport à la mort subite du nourrisson, par exemple. Et quand on a parlé du cododo, elle nous a expliqué que ça diminuait les risques, par exemple, de mort subite du nourrisson par 4 environ. Et que l'OMS le recommande pendant les 6 premiers mois de la vie du nourrisson, au moins. Alors du coup... la mort subite du nourrisson, pour les gens qui... Oui, il y a peut-être des gens qui connaissent pas. Tout à fait. C'est le bébé qui s'endort profondément, qui ne se réveille jamais, qui se laisse mourir. On ne sait pas trop pourquoi, mais en tout cas, c'est prouvé que le cododo réduit significativement les risques de mort subite du nourrisson, au moins de 75%. Donc, alors le cododo, pour expliquer aux gens qui connaissent pas. Oui, on va passer au cododo. Je vais peut-être un peu vite. Ouais, non, mais en fait, c'est juste pour remettre un peu de contexte, c'est des définitions pour. Tu sais, on a pas mal de jeunes en fait qui écoutent, qui sont pas forcément parents, qui sont pas qui ont pas encore abordé tous ces sujets-là. Ouais, ils connaissent peut-être même pas le mot. Non, voilà. Donc c'est pour ça. C'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire? En quoi ça consiste? Cododo, du coup, c'est de dormir avec son enfant. On a soit un berceau juste à côté du lit des parents, ou alors l'enfant dans le lit des parents. Ça dépend ce que chacun veut faire, mais tout le monde dort dans la même pièce en tout cas. Et nous, ce qu'on a fait, c'est on a récupéré un berceau qu'on a mis à la même hauteur de notre lit, et
qu'on a vraiment collé pour que ça lui fasse son espace, mais qu'elle puisse quand même accéder à notre matelas. Et, du coup, ça fait une grande allonge pour pouvoir s'allonger. Nous, on a nos 2 places, puis elle, sa petite place, son petit berceau qui est vraiment collé à notre lit. Ok. Et c'est une décision que vous avez prise ensemble alors comment ça se... Ouais, c'est une décision parce que c'est pas très courant en fait. Non, c'est pas courant, oui, c'est vrai. C'est en pesant le pour et le contre. Et puis, on s'est dit un truc aussi en discutant, parce qu'au-delà de cette peur, on s'est dit, est-ce que c'est bien? Est-ce que tout le monde fait pas ça? Est-ce qu'il faut qu'on le fasse? Et on a réfléchi à cette idée en termes de nature, on vit dans une civilisation avec des codes, des choses, mais si on était des êtres purement animaux et qu'on était dans une caverne, qu'est-ce qu'on ferait? On dormirait avec notre petit, en vrai. Alors on s'est dit, c'est peut-être pas si mal que ça au final, pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on s'en empêche parce que la société dit qu'il faut pas le faire? Est-ce que c'est parce que les parents disent qu'il faut pas le faire, ou le médecin? Non, c'est peut-être pas ça, c'est peut-être qu'il faut qu'on suive notre instinct, et que si on sent que c'est le meilleur pour notre enfant, nous, peut-être qu'il faut qu'on le fasse. Du coup, on l'a fait, et on regrette pas. Alors comment ça se passe? Parce que l'un des trucs pour moi, c'est marrant parce que donc je sais pas si tu le sais, mais j'ai tenu un blog qui est devenu un livre après pendant la première grossesse de ma femme. Et en fait, j'ai découvert pendant la grossesse de ma femme, donc c'était il y a longtemps, 2005, la première grossesse, on en parlait très très peu encore du cododo. Enfin, c'était vraiment. Et j'avais découvert ce truc-là et j'avais fait un post sur mon blog en expliquant. Mais c'est fou en fait à quel moment, en tout cas moi, ma vision préconçue et celle que justement sur laquelle je voulais t'interroger, c'était plutôt en fait à quel moment tu finis par te retrouver toi avec ta femme, où t'as en fait avec un enfant en bas âge déjà t'es souvent ensemble, enfin en tout cas il vaut mieux d'une manière générale parce que l'enfant a besoin de beaucoup d'attention et en fait pour moi j'ai toujours eu cette idée que la chambre à coucher était un peu un endroit sacralisé entre guillemets, une espèce de privé pour le couple quoi, tu vois, pour se retrouver tous les deux, le sanctuaire du couple, exactement. Donc j'avais fait ce post là à l'époque sur mon blog en me moquant un peu du truc parce qu'en plus j'avais vraiment aucune idée si tu veux du truc, en me disant mais pourquoi vous faites ça, qu'est-ce qui se passe? Et j'avais eu beaucoup de commentaires de gens qui disaient mais c'est n'importe quoi. Ça avait tourné sur des forums de gens qui faisaient du cododo, donc je ne connaissais pas qu'il y avait aussi des gens qui faisaient des communautés de gens qu'on appelait des cododoteurs, je ne sais pas. Bref. Ouais, peut-être. Je ne sais pas non plus, mais bref, en tout cas il y avait beaucoup de gens qui m'étaient tombés dessus en fait en me disant en fait justement plein d'infos. Et alors de mon point de vue, le fait que ton enfant meure éventuellement comme ça, il y a très peu de chance. Enfin, il faut faire attention, tu vois. C'est des cas qui existent, mais il y en a pas beaucoup. Je me dis, mais moi, j'avais dans mon idée, en tout cas, l'idée de la chambre à coucher, c'est pour nous tous les deux. Comment ça s'est passé entre vous en fait? C'est une idée que cette sage-femme vous a amené, c'est ça, dans le couple à un moment donné? Nous, ce qui était très bien avec cette femme, c'est qu'elle donne beaucoup d'infos, mais toujours en disant vous faites ce que vous voulez après. Jamais été très prosélyte. Voilà, c'est pas ça. C'est pas le genre. Mais elle donne beaucoup d'infos et après on en fait ce qu'on en veut. Et nous, en y réfléchissant et en parlant, on s'est dit que c'était ce qui nous convenait finalement, parce que c'était ce qui nous semblait le mieux pour nous. Après, je dis pas que c'est faisable pour tout le monde et que c'est simple à conceptualiser aussi, comme tu dis, voilà, cet espace de vie intime qui est censé être réservé au couple, d'y faire une place pour son enfant. Et en fait, on s'est un peu renseigné aussi sur les autres sociétés. Au Japon, par exemple, toute la famille dort ensemble dans la même pièce. Il y a des tribus aussi à travers le monde. Il y a plein d'endroits, en fait. Et on se dit, c'est peut-être très occidental, en fait, ce truc de séparer l'enfant. Sans aucun doute. Voilà. Et puis voilà, on se posait la question aussi de se dire, ce petit être qui va venir au monde, il est totalement immature, il sait même pas qu'il existe quelque part au monde et il a même encore l'impression de ne faire qu'un avec sa maman. Est-ce que vraiment il faut qu'on le mette tout seul dans sa chambre? Ça nous semblait pas possible en fait. Alors du coup, voilà, on est allé vers ça. Et voilà. Alors comment ça s'est passé par exemple? Parce que j'imagine que quand
au tout début, notamment, où je sais pas à quel âge a commencé à faire ta fille ses nuits. Parce que ça, elle les fait toujours pas. C'est vrai. Ouais. En fait, au bout de 2 ans. Oui, parce que oui, c'est compliqué. On fait partie d'un groupe de soutien sur Facebook. Mon bébé ne fait pas ses nuits, quelque chose comme ça. Mais c'est très compliqué. On fait partie de ces parents qui ont des enfants qui ne dorment pas très bien. En fait, elle a des poussées dentaires très très longues et très douloureuse. Quand elle fait une poussée dentaire, ça dure 3-4 semaines. Et après, il y a une petite pause d'une semaine ou deux. Et puis ça repart 3-4 semaines. Et des fois, la dent ne sort même pas. Et c'est pour ça qu'on a des nuits très hachées depuis presque 2 ans. Alors, c'est beaucoup moins qu'au début. Il y a du mieux, mais ça a été compliqué. On a vu plein de médecins qui sont là, qui vous disent « Mais ma bonne dame, c'est parce que votre enfant, il profite de vous. Vous voyez, il sait très bien quoi faire. Vous répondez à ses pleurs, machin. » C'était pas ce qu'on avait choisi. On disait, il y a un problème, il y a quelque chose qui va pas. Il a fallu qu'on fasse je ne sais combien de médecins et qu'on trouve un ostéo qui nous dise « Bah oui, mais elle fait des poussées dentaires. » Et elle avait ce qu'on appelle un syndrome de Kiss, qui est une espèce de torticolis. C'est un blocage au niveau de la nuque et du bassin. Et qui bloquait les nerfs et qui retardait la poussée dentaire. Et c'est pour ça qu'elle avait des douleurs. Et puis aussi, elle souffrait parce qu'elle avait la nuque et le bassin bloqués. Et instantanément, après la première séance, elle avait changé sa façon de marcher. Et c'était il y a longtemps, ça ? C'était avant cet été. Ah oui, donc elle était déjà grande, entre guillemets. Elle était déjà grande, on avait cherché pendant longtemps. Et après les séances, il y a des dents qui sont sorties, mais paf, comme ça. Et au début, on se disait, ça va être un charlatan, ce mec, il va nous escroquer, qu'est-ce qu'il va nous dire, machin. Bon, on y va, de toute façon, on a déjà testé plein de trucs. Et puis là, ah bah oui, ça y est, on comprend, qu'est-ce qui se passe, pourquoi les nuits sont difficiles, qu'est-ce qui se passe, bah oui, c'est les dents. Et puis, ah bah oui, il y avait un blocage, alors ça allait pas, elle souffrait. Et les autres médecins disaient, mais non, c'est parce que, nanana, et puis vous répondez trop à ses pleurs, faut la laisser. Et c'était un peu difficile de trouver une réponse à ça de la part des professionnels de la médecine qui sont quand même là pour ça, à la base, quoi. Des fois, j'ai l'impression que... Enfin, nous, l'impression qu'on a eue avec les médecins qu'on a vus pendant qu'on était en recherche de réponses, comme ça, des fois, j'ai l'impression qu'ils traitent un peu les nouveau-nés, comme ils n'ont pas la parole, un peu comme on traitait les femmes dans les années 50, quoi. Genre, tiens donc. Vous êtes hystérique, ma pauvre dame. Voyons, achetez-lui un nouveau frigo et puis elle va se calmer. T'es là, tu te dis les réponses qu'ils te donnent. Mais c'est votre faute, madame. Vous lui donnez trop d'attention à votre enfant. Je suis en train de te dire, il y a quelque chose qui va pas avec mon enfant. Qu'est-ce que c'est ? Trouve une réponse. Nous culpabilise pas d'avoir fait nos choix. C'est pas ça. C'est pas parce qu'on fait du cododo ou machin. Et ça, la personne, le médecin qui l'a enfin débloqué et qui avait posé un diagnostic. Voilà, il s'en foutait. Lui, il envoie des personnes qui font du cododo, qui en font pas des machins. Il s'en fout. C'est pas ça. Et lui, il a trouvé ce qui allait pas. Et enfin, quoi, au bout de je sais pas combien qu'on en avait vu, c'était un chemin de croix un petit peu de trouver une réponse à qu'est-ce que c'est que ces nuits qui ne vont pas. Mais bon, ça s'améliore. Et donc, aussi, un truc que je trouve fascinant, c'est que le fait qu'elle n'arrive pas à faire ses nuits à côté de vous, vous a pas incité à vous dire en fait tu vas aller dans ta chambre parce qu'au moins on va pouvoir dormir un peu. On se l'est dit à un moment. C'est vrai qu'il y a eu des moments où c'était dur, où on allait craquer un peu, mais après on a continué. C'est vrai qu'il y a après c'était plus général, c'était pas vraiment le cododo en soi dont on en avait marre, c'était toutes ces nuits où quand tu manques de sommeil tu finis par devenir un peu irritable et c'est sûr, à manquer de patience. Mais t'as l'air en pleine forme en fait pour quelqu'un qui dort pas depuis 2 ans. Non mais c'est vrai. Non, mais je te dis, il y a du mieux maintenant. Ouais, okay. Et puis je pense peut-être que nos corps se sont habitués à la fatigue. on est sur une autre phase de notre corps a évolué, je sais pas. Même ma compagne, je sais pas comment elle fait. Parce qu'avec sa formation, des fois, elle doit bosser jusqu'à 2-3 heures du matin, elle vient se coucher, elle se relève le lendemain pour aller bosser, elle travaille encore à mi-temps à côté de sa formation. Ah oui. Donc
Oui, ça doit être ouais, un peu sportif, des fois quoi. c'est bien fatigant. Mais... Et en fait, cette histoire de blocage dans la nuque, ça lui venait d'où exactement, de l'accouchement justement? Ça vient de l'accouchement, oui, Ok. c'est ça. Elle s'était cognée pendant la sortie, Ouais. quoi, au niveau du bassin, ce qui arrive très fréquemment. Ouais, très et souvent. en fait, comme l'ostéopathie n'est pas reconnue en France, il n'y a pas vraiment de diagnostic qui sont posés sur ces choses-là. Mais par exemple, en Allemagne, les nouveau-nés voient quasiment systématiquement un ostéo. Et ce syndrome-là, il est reconnu. Et il y a beaucoup de bébés qui l'ont, en fait. Il y a beaucoup de bébés qui ne dorment pas à cause de ça. Et en fait, il y a beaucoup de parents qui passeraient de meilleures nuits si ils voyaient un ostéo tout de suite. Ouais, un petit conseil, si vous êtes bientôt parents, moi je vous dis allez voir un ostéo, un bon ostéo, et regardez s'il n'y a pas un petit blocage, quelque chose, parce que ça arrive des fois pendant l'accouchement que ça coince un peu et que le bébé a Je veux dire, si vous êtes jeune parent, parce que tu as dit si vous êtes bientôt parent, mais oui. Ça peut être bien si vous êtes bientôt parent aussi de passer chez l'ostéo. Parce que non, mais de prévoir, voilà, si t'es bientôt parent, de prévoir aussi, tiens, après l'accouchement, l'ostéo, c'est pas une mauvaise idée. Ouais, c'est vrai. Parce que pensez à vos nuits. En fait, c'est marrant parce que ma deuxième fille, donc Kim, avait un problème aussi en sortant, mais à l'épaule. Mais comme ça se voyait, en fait, ils nous ont prescrit, enfin, ils nous ont dit, en fait, faut aller voir un kiné ou un ostéo. Ouais. Et donc, on lui a tout remis en place, mais parce qu'elle avait ça se voyait qu'elle avait un petit problème à l'épaule, quoi. Et moi, ce qu'avait ma fille, ça peut se voir, mais c'est très léger. En général, les enfants penchent la tête comme ça, un petit peu. Et ça, c'est un signe de ce syndrome. Mais c'est très léger, tu vois. C'est vraiment très léger. C'est la tête légèrement penchée sur le côté. Donc, faut le voir et faut le savoir, surtout, parce que toi, tu débarques là-dedans dans la parentalité, c'est ton premier enfant, tu sais pas. Ah oui, bon, il peut avoir un truc comme ça. Ah d'accord, bon, je savais pas. Donc il faut le savoir aussi, quoi. Ouais. Bon, écoute, en tout cas, j'espère que ça va s'améliorer, puisque a priori, ça s'améliore. Petit à petit. C'est réglé maintenant, et puis peut-être que ces dents vont finir. Il y a un moment, elles vont sortir. Elle sort 2 canines en même temps, c'est du bonheur. Comment ça s'est... Et donc, ouais, justement, dans cette période un peu compliquée pour vous de cododo, comment ça se passe au sein de votre couple? Vous avez eu des échanges un peu... Toi, t'as toujours suivi... Enfin, je sais pas. Est-ce qu'il y en a un moment donné qui est venu dire... alors moi, vraiment, est-ce qu'on pourrait faire en sorte d'arrêter? Vous avez eu des débats entre vous, en fait, ou vous êtes toujours resté sur cette idée? Je crois qu'on a eu des moments un peu où on était un peu à bout, où on craquait et on se disait non mais là il faut qu'on fasse quelque chose, je vais aller dormir ailleurs pendant une nuit ou je sais pas, parce que ça devenait trop dur. Mais en fait on ne s'est pas vraiment relancé dans des débats, mais c'était plus des craquages où on avait besoin d'évacuer toute la fatigue et T'allais faire du sport, t'allais courir, ou tu faisais des choses? Non, pas du tout. Non, c'était gueuler un bon coup et puis voilà, après l'un ou l'autre temporisait et puis on se disait bon alors ok, ça va mieux, on a évacué notre truc là, qu'est-ce qu'on fait? Bon bah on continue parce qu'en vrai on sait que ça marche, ça va, c'est pas ça, c'est la fatigue, c'est les nuits hachées, on n'a pas remis ça en action en fait parce que on sent aujourd'hui elle est toujours avec nous, parce qu'au début on savait pas combien de temps ça allait durer le cododo. Parce que tu disais les 6 premiers mois normalement. Voilà, l'OMS recommande ça les 6 premiers mois. Du coup on se disait au moins 6 mois. Et après on verra. Et au final, on se sent pas de la mettre seule dans son lit en fait. Elle est bien avec nous et puis nous aussi quelque part on est bien avec nous et quelque part c'est aussi devenu un moment agréable de dormir avec son enfant et se dire bientôt elle sera plus là. Elle sera dans sa chambre, justement. Vous avez prévu un âge où, je sais pas, vous avez un truc en tête Parce qu'à un moment, elle va être grande après. Oui, non, mais elle va être grande. Après, à 18 ans, elle sera plus dans notre nuit. Mais... Même non, avant, ça commence. Bien sûr. C'est une boutade. Non, on n'a pas vraiment établi d'âge. Je pense que c'est plus une affaire de feeling, en fait. Pour nous, en tout cas, c'est une affaire de feeling et de se dire, quand elle se sentira prête, on l'accompagnera dans sa chambre et à s'endormir toute seule et à passer la nuit toute seule. Mais pour l'instant, on le sent pas, ni l'un ni l'autre. On la sent pas prête, en fait. Du coup, on continue comme ça. Et voilà, on est bien aussi. C'est pas quelque chose que j'aurais imaginé, voilà, que ça se passerait comme ça finalement avant de devenir père. Et là moi j'apprécie des fois la nuit qu'elle vient elle vient dans mon bras comme ça et puis elle dort sur moi et je passe un super moment et je me dis bientôt ça va s'arrêter
Et voilà. Quoi, donc elle est de quel côté alors? Elle est du côté de ta compagne ou... Elle est du côté de ma compagne, mais des donc fois elle l'escalade, ouais, tout à fait, et puis elle vient sur moi. Des fois elle roule dans son lit, ça dépend de comment la nuit, si c'est dans la travail ou pas. Oui, parce que tu disais vraiment qu'il y a pas de, elle a pas un lit à part en fait. Elle peut venir dans votre lit. Elle peut venir dans notre lit, sans problème quoi. Elle est pas obligée de. Elle a son lit à elle avec qui est entouré de barrières, mais avec un pan où on a enlevé la barrière en fait, qui donne directement sur notre lit. Donc du coup oui, si elle a besoin, elle peut venir vers nous directement. Et vous avez pas peur à un moment donné, enfin surtout quand elle était plus petite, pour moi il y a toujours ce truc aussi de, est-ce que vous aviez pas eu peur de l'étouffer ou de dormir dessus, parce qu'à un moment donné vous êtes des grandes personnes quoi. Oui c'est sûr. Ça nous faisait un petit peu peur au début, et puis finalement ça a été très bien. Et puis moi au tout début, elle dormait un petit peu sur moi. Et ce que je faisais, comme j'avais peur, je me calais avec plein de coussins pour pas me retourner, en fait. Même si je me retourne pas trop la nuit, j'avais peur que ça m'arrive, justement. Et je me réveillais même en pleine nuit, genre, est-ce que je l'ai... Ah ben non, c'est bon, tout va bien. T'es là. Et elle dormait sur moi. Et ouais, ça peut faire un peu peur, c'est vrai. Alors, un petit conseil, si jamais vous envisagez le cododo, surtout, il faut pas boire. Pas d'alcool, rien, parce que là, c'est là qu'il y a un risque, justement. Parce que là, tu peux te retourner, tu te rends pas compte. Ouais. Enfin, tu te réveilles pas, pardon. Tu te réveilles pas, ou tu peux te retourner sur ton enfant, justement. Si tu bois de l'alcool, et puis même les émanations d'alcool pour un enfant qui dort juste à côté de toi, c'est pas bon. Mais tu peux vraiment, là, pour le coup, te retourner sur ton enfant, l'étouffer et pas t'en rendre compte. Si tu fais une soirée arrosée, dormir avec ton enfant, non. Si tu fais une soirée arrosée, que tu fais du cododo, tu vas dormir ailleurs. Tu laisses la personne qui n'a pas bu avec ton enfant en cododo. Sinon, j'allais dire, ça fait 2 ans que tu picoles pas, ou peut-être que tu bois pas d'une manière générale? Non, ce que je fais en général en soirée, j'arrive, je bois 2 bières tout de suite et puis après j'arrête. De toute façon, c'est moi qui conduis, alors. Oui, c'est une bonne façon. Voilà, ce que j'allais dire, c'est une bonne façon aussi de pouvoir t'endormir une fois que t'as l'enfant qui dort pas au bout de 2 ans, si tu veux. Donc c'est pas recommandé non plus. C'est pas une bonne idée. Qu'est-ce qu'en disent les autres autour de vous? Ils ont fini par l'accepter. Après, au début, c'était un peu compliqué de parler de nos choix et de ce qu'on avait décidé de faire. Et il y avait une espèce d'incompréhension, je pense, justement, du fait que c'est pas quelque chose qui se fait dans notre société, naturellement. C'est pas ce qui est le plus répandu. Donc, du coup, je pense qu'il y avait une certaine incompréhension de la part des parents, des amis, des choses comme ça. Mais que petit à petit, ils ont compris nos choix. Et puis, au bout d'un moment aussi, t'arrêtes de t'étendre sur le sujet, t'arrêtes d'essayer de convaincre, d'avoir des arguments. Tu dis, oui, ça va, machin. Puis voilà, tu passes à autre chose, parce que sinon, faut toujours argumenter, justifier sur tout parce et que rien. Les gens ont plutôt tendance à juger plutôt qu'à poser des questions, c'est ça, d'une manière générale? Ça dépend. Moi, j'ai plutôt envie de te poser plein de questions que de te faire bah non, c'est nul. Ils disent pas non, c'est nul, mais c'était un peu pourquoi tu fais ça? C'était un peu plus incompréhension, des choses comme ça. Et c'était jamais vraiment méchant, mais du coup, tu te sentais un peu seul dans tes choix, quoi. C'est ça le truc. C'est plus que tu te sens. Des fois, tu pouvais ne pas te sentir très soutenu. Et ce qui est différent de te prendre des réflexions ou qu'on te dise c'est nul ce que tu fais. C'est pas ça, mais c'était un peu. Je comprends pas. Et ça s'arrête là. Et à partir de là, c'était un peu compliqué. Mais ça va, on s'en est sorti. Et puis, on a trouvé d'autres personnes qui nous comprenaient, avec qui on a pu échanger. Et ça nous a fait du bien aussi. Voilà, Vous êtes où ça exactement? Merci Internet, merci Facebook. Oui. Voilà, de trouver des groupes de cododoteurs ou... je sais pas si c'était un. Je sais pas si ce terme existe. Désolé. On avait rejoint un groupe de parents qui ont leurs enfants qui ne font pas leur nuit. Ah oui. Déjà ça, c'était un grand soutien, voilà, qui nous a permis de dire il y en a d'autres. Il y a beaucoup de monde sur ce groupe. Pas que nous. Ouais, il y a beaucoup de monde. Je sais plus combien il y a de personnes, mais c'est plusieurs centaines. Je sais plus. Peut-être même plus. Ça fait. Je sais plus exactement le nombre, mais il y a pas mal de monde, ouais. Alors, comment ça se passe dans ce groupe, le soutien? Chacun raconte un petit peu son j'ai encore dormi 1 heure cette nuit. Ouais, c'est ça. Et puis dire, courage, t'inquiète pas, nous, il s'est arrivé ça. Et puis ceux qui sont plus loin aussi, qui sont plus loin dans quand leurs enfants qui ont grandi et qui faisaient des nuits pourries aussi, et qui disent mais vous inquiétez pas, ça s'arrange, ils finissent par dormir. Et te dire ok, il y a une lumière au bout du tunnel. C'est sûr que c'est dur. Enfin, j'ai un de mes collègues là son môme, il a 1 an, il a un peu de mal à faire ses nuits. Et le matin, je le vois arriver et j'ai vraiment envie juste de le taper, de faire une petite tape sur l'épaule en lui disant ça va aller.
bon courage, mon vieux, parce que je sais à quel point c'est compliqué, quoi. Ouais. D'ailleurs, là, je lui ai dit, tu prends 2 jours de vacances. Et je lui dis, ton enfant va chez la nounou, c'est très bien, et toi, tu dors pendant 2 jours. Il a fait oui. Ah, il y a un moment, il faut recharger les batteries, sinon ça devient critique. Il faut trouver des moyens de récupérer. C'est vrai, sinon c'est au bord de la crise de nerfs si on trouve pas le moyen de se recharger, de se ressourcer, et puis même au-delà du corps aussi, de se nourrir intellectuellement et d'autres choses que de tout le temps être avec son enfant, parce que aussi c'est très prenant et c'est très énergivore de devenir parent. Donc il y a un moment, c'est juste ta vie, quoi, au tout début. Ce n'est plus que ça. Là, je commence à pouvoir remater des films et des séries, mais je revis. Oui, j'allais dire, t'as fait comment, mais t'es en train d'en sortir, c'est ça, t'as la sensation? Ouais, les choses rentrent plus ou moins, pas dans l'ordre, mais je sais pas si on peut dire ça, c'est pas très joli, parce que mais je crois que c'est normal, en fait, quand t'as un enfant, que ce soit Puis t'as le droit de le dire, en plus, parce que... Oui, j'ai le droit, oui. Ça secoue, quand même. Ah oui, ça, c'est un chamboulement. Oui, voilà. En fait, on le sait, mais on n'est jamais prêt. On sait que ça va être un chamboulement de devenir parent. Je vois pas de quoi tu parles. N'importe quoi. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Voilà, c'est la différence. Non, je déconne, je suis d'accord avec toi. Bah oui, c'est la différence entre la théorie et la pratique. Tu sais que ça va chambouler ton univers, mais une fois que tu y es, c'est totalement différent, quoi. Tu te dis, ah ouais, ça je m'y attendais pas, ça c'est plus compliqué, ça, bah tiens, les nuits, ah bah oui, c'est la galère, hein. Moi je pensais que ça allait être plus simple, hein. Et puis qu'est-ce que ça a chamboulé dans ton univers, t'as la sensation, en dehors de cet aspect effectivement que tu ne dors plus, qui est important en soi, j'entends bien. Bah encore, moi ça va, j'arrive à peu près à dormir. C'est plus ma compagne que c'est un peu plus compliqué pour elle. Elle a le sommeil léger, c'est ça? Ou alors elle est plus inquiète? Non, mais comme il y a aussi l'allaitement qui qui rentre en ligne de compte. On y viendra après. Oui, voilà, on y viendra après. Mais voilà, forcément, elle est un peu plus réveillée que moi aussi. Donc voilà. Mais sinon, ouais, moi, qu'est-ce qui m'a chamboulé? C'est aussi la décision que j'ai prise, tout simplement d'être père au foyer, de m'occuper de ma fille à plein temps, et que... T'as fait ça depuis quand, en fait? Parce que alors, j'ai fait ça depuis... Parce que tu l'as pas précisé, hein, quand tu m'as parlé de ton octobre de l'année dernière, donc elle avait à peu près 6 mois. Ouais, non, c'était septembre même, je crois. Oui, c'est ça, j'avais arrêté. Donc ça fait 1 an et quelques mois, c'est ça? Un an, okay. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai arrêté de travailler quand ma compagne a eu la fin de son congé maternité. Pour prendre le relais, en fait, on s'était demandé, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et elle gagnait légèrement plus que moi niveau salaire, donc... je me suis dit, moi je m'arrête de travailler, puis comme ça je me mets sur mon projet aussi, et sur lequel je n'ai pas vraiment avancé pendant 1 an, parce qu'en fait, une idée que j'avais que je pourrais m'occuper de ma fille en même temps, faire mon projet, monter tous les petits trucs à côté, faire de la vidéo tranquille. Tu parles, Charles, c'est ce cas d'enfant, faut s'en occuper, et ça demande beaucoup plus d'énergie et d'investissement que ce que je m'imaginais avant d'être père. Et voilà, là maintenant ça y est, je peux m'y consacrer enfin à mon projet, mais à ce moment-là, finalement j'ai été que papa pendant 1 an, et c'était génial, c'était vraiment une super expérience, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi prenant et tout le temps, et voilà, tu vois beaucoup moins de monde, juste le fait de pas aller au travail, du coup tu vois moins de personnes, tu vas au parc, tu fais des choses. Ta vie sociale change et tourne autour de ton enfant, ouais, c'est ça. Et après, quand tu sors en soirée, t'es très content de voir des adultes et d'avoir des conversations d'adultes un petit peu à un moment, parce que c'est quelque chose de super, mais au bout d'un moment où t'as envie de sortir et de rouvrir ton univers, parce qu'il se referme un petit peu sur toi quand même, mine de rien, parce que tu fais que ça. Tu m'as pas précisé que tu avais carrément décidé d'être père au foyer. Tu m'as dit que, tu vois, quand on a démarré l'interview, tu as dit que tu étais en train de te lancer dans la réalisation. Oui, c'est vrai. C'est encore un autre sujet. C'est un choix. Hein. Oui, c'est un choix, ouais. Je sais. Et puis il y a un choix encore qui se fait pas beaucoup, puisque des papas au foyer, il n'y en a pas beaucoup. Il suffit de le voir au parc, je crois que je suis le seul. Donc, oui. Voilà. Cet été, quand j'allais au parc, j'étais le seul père. Des fois, de temps en temps, il y en avait un qui était là, mais très, très rarement. Sinon, il n'y a que des mères. Mais tu te dis, c'est bizarre quand même. Il n'y a pas beaucoup
je trouve ça un peu triste, en fait, quelque part, qu'on soit obligé de retourner travailler comme ça. Parce que moi, j'avais pris tout de suite mon congé paternité pour être là les 2 premières semaines. Mais c'est ridicule, 2 semaines. C'est déjà bien qu'on les ait, mais quand on repart travailler, on se dit, mais enfin, moi, ce que je me suis dit, en tout cas, c'est aberrant. Comment ça se fait que là, je reparte travailler pour... alors, les laissant toutes les 2, toutes seules, se débrouiller, c'est pas possible, quoi. C'est à peine le début, quoi. On se lance, on est complètement à tâtons, on sait pas trop où on va, et moi je dois repartir travailler parce que c'est comme ça, la société l'a décrété, les mecs doivent aller travailler, machin. C'était un peu compliqué. Ouais, ça m'a un peu motivé justement à être aussi papa au foyer, quoi. De me dire, j'ai envie de profiter de ces moments privilégiés et de pas rater quelque chose parce que faut payer les factures, machin. Surtout dans le taf où j'étais. Oui, c'était pas très épanouissant pour toi non plus. Pas du tout épanouissant, qui au contraire donnait l'impression de perdre mon temps plus qu'autre chose. Donc là, j'ai eu l'impression de faire vraiment quelque chose d'utile et d'enrichissant pour moi aussi. Et ta chérie, alors je sais pas comment ça s'est passé dans votre discussion, un jour t'es venu la voir en lui disant en fait voilà, je voudrais faire ça. On cherchait une solution pour mode de garde, c'est ça ? Mode de garde, et idéalement, même moi, on aurait bien voulu qu'elle puisse rester, mais comme je gagnais moins qu'elle, financièrement c'était un petit peu compliqué, et donc du coup ça s'est un peu imposé à nous aussi quelque part. Idéalement, on serait restés tous les 2. Si on pouvait, on serait restés tous les 2 pendant au moins 1 an à s'occuper d'elle. Mais du coup, c'est moi qui ai pris ce rôle-là. On voulait qu'elle ait au moins 1 an, un de ses 2 parents avec elle, pour pouvoir grandir la première année entourée d'un de ses 2 parents à plein temps au moins. Et après, on s'était dit, bon, après 1 an, on verra qu'est-ce qu'il en est, où est-ce qu'on va... On savait pas trop, mais on voulait que au moins la première année, elle soit pas gardée par un inconnu ou une inconnue, et par la crèche. On savait pas trop. Du coup, on a fait ce choix-là. Et comment ça s'est passé pour toi ? Encore une fois, je pense que j'avais eu un papa au foyer dans l'histoire de Daron qui s'appelle Vincent, c'était vraiment très cool, qui racontait que ça avait été compliqué en fait vis-à-vis de l'extérieur aussi, d'une manière générale, parce que c'est un choix qui est encore peu, comme tu disais, peu répandu et donc peu compris. Moi ça va pour le coup, mais je peux comprendre justement la difficulté vis-à-vis de l'extérieur. Après, c'est peut-être un peu d'isolement, ouais, parce que ouais, tu te sens un peu seul, tu te sens un peu à part quand t'es au parc entouré de maman, que t'es le seul papa, tu fais pourquoi il n'y a pas d'autres papas, c'est ça que tu... Ouais, moi c'est plus ça, un peu cette idée d'être un peu à contre-courant ou un truc comme ça, je sais pas, mais j'ai pas eu de réflexion de choses négatives vis-à-vis de ça, mais... Tes parents, la famille et tout, c'est... Non, pas du tout. Okay, non, cool. J'étais cool avec ça. Trop bien. Pour revenir au cododo, tout à l'heure, je parlais de cette idée de sanctuarisation de la chambre à coucher. Vous avez encore des moments intimes de ce fait-là avec ta femme. Comment ça se... Alors, très intéressant. Comment vous faites, vous organisez ? Parce que ça doit nécessiter de l'organisation, je pense. Un petit peu d'organisation, pas plus que ça, mais c'est un peu comme... finalement, certaines tribus où tout le monde dort ensemble, tu t'esquives, tu sors du lit, tu vas dans ton salon où tu as décidé d'aller, tu passes ton moment intime et puis hop, tu reviens. Ça demande juste de se dire que les moments d'intimité se déroulent plus dans la chambre, ou alors quand elle est gardée, forcément. Mais c'est les meilleurs moments. Voilà, ça c'est... Elle est pas là. C'est la fête. Un petit moment rien qu'à nous. Oh, on fait quoi ? On met Netflix. Oh merde. Je rigole. Non, tu fais ce que tu veux. C'est pas ça. C'est très bien. Oui, c'est très bien. Non, mais voilà, c'est... Ouais, je crois que c'est un truc peut-être que des gens s'imaginent de faire dormir son enfant dans sa chambre, qui est le domaine du couple, que ça va un peu peut-être
casser l'intimité ou des choses comme ça, mais finalement non, parce que voilà, si on veut juste se faire un câlin, on se prend tous dans les bras, on se fait tous un gros câlin, et voilà, ça nous empêche pas d'avoir des moments de tendresse, et voilà, si on veut vraiment des moments intimes, on attend qu'elle dorme bien profondément, et puis on s'esquive, on revient, et c'est pas un problème, quoi. Ça demande juste de laisser ça un peu à part, et en fait, on fait une place dans la chambre, c'est plus l'espace que du couple, c'est l'espace de famille, où on dort tous ensemble. Et c'est vrai que ça demande de changer la perception que t'as de ta chambre, de ce que tu en fais, de quel lieu c'est pour toi. Mais c'est pas négatif après, parce que ça varie un peu les plaisirs aussi. Ah, c'est intéressant. Ceci dit, moi j'ai toujours ce truc en tête on n'a pas fait un meilleur endroit sur la planète pour faire l'amour qu'un lit, si tu veux. Tu vois. Oui, ça je suis d'accord, oui. Ce qui est quand même vraiment le meilleur endroit. C'est confortable. Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est sûr. Ça, comme je disais, c'est... Après, tu te prépares des moments où tu fais garder ton enfant et tu te prévois une petite soirée romantique et profiter de ton lit. Vous avez réussi à vous garder des moments comme ça? Oui, elle adore ses grands-mères, alors du coup... Au début, c'était un petit peu compliqué de la faire garder, mais maintenant, il n'y a plus de soucis. On lui dit, tu vas chez mamie. Ah, elle est super contente. Elle aimait pas trop, c'est ça, avant? Au début, elle n'était pas très rassurée, en fait. Et petit à petit, maintenant, il n'y a plus de soucis. Je pense que c'est normal, c'est l'angoisse de séparation. Qu'ont les enfants au tout début de quitter leurs parents, c'était pas évident. Et nous, il a bien fallu qu'on le fasse à un moment, de toute façon, il faut le faire. Et puis, pour nous retrouver aussi, passer des moments, juste aller se faire un petit resto, boire un verre, regarder Netflix. C'est toujours bien. Voilà, d'avoir juste un moment à nous pour respirer et sortir un petit peu de tout ça, même quelques heures, voilà, ça fait toujours de bien de recharger les batteries. Puis après, au final, t'es là, on va la chercher parce qu'elle nous manque. Je comprends. Parlons d'allaitement aussi, parce que ça fait... Donc, alors, je sais pas si c'est assez rare, en fait, mais ta femme est encore... Enfin, ta compagne est encore, ta compagne est encore en train d'allaiter ta fille qui a 2 ans aujourd'hui. Alors, je n'ai aucune idée des chiffres et de jusqu'à quel âge, en général, en moyenne, les mamans qui allaitent, si tu veux. Alors, je ne saurais pas dire non plus. C'est très variable. Ça dépend vraiment déjà de l'enfant, parce que en général, il s'arrête spontanément. Okay. Et là, les enfants s'arrêtent spontanément. Ça dépend. On peut considérer là qu'on est dans un allaitement long, du coup, parce que ça fait presque 2 ans. Mais alors, les enfants, c'est un peu compliqué en fait, l'allaitement. Ils peuvent s'arrêter spontanément par rapport, si tu leur donnes le biberon à côté par exemple, ils peuvent faire une confusion entre le sein et le biberon, et au bout d'un moment ils veulent plus le sein, alors du coup ils passent au biberon. Ils ont une préférence pour le biberon parce que c'est plus facile, des choses comme ça. Enfin, il peut y avoir des tas de raisons, mais c'est une des raisons. Par exemple, si tu fais un allaitement mixte, ça va peut-être amener plus facilement le bébé à arrêter le sein. Après, l'enfant peut de lui-même à un moment s'arrêter naturellement de prendre le sein. Et ça peut arriver à 6 mois, à 1 an, à 2 ans, plus. Après, je n'ai pas les chiffres en tête et je pourrais pas te dire exactement quand ça peut s'arrêter. Après, voilà, moi je vois ça. Fleur, elle est très bien, elle prend le sein, elle se nourrit. Et ce qui est marrant, c'est que ma compagne, c'était pas du tout une femme pro-allaitement avant. C'était au contraire, elle trouvait ça un peu bizarre, les femmes qui allaitaient longtemps, elle était pas pour, se disait qu'elle donnerait le biberon, tout ça. Et au final, c'est devenu tellement naturel que voilà, continue. Et puis donc, elle veut pour l'instant et qu'on voit pas de problème à ça, on continue. Oui. Qu'est-ce qui l'a fait changer d'avis ? Encore en partie un peu des infos que nous avait donné notre sage-femme sur l'allaitement et les bienfaits que ça apportait, puisque c'est naturel. Puis aussi toute cette question par rapport entre l'homme et la nature, de se dire qu'est-ce qui est naturel, c'est de donner notre lait ou du lait d'un autre animal qu'on récupère pour lui donner. On se dit le plus naturel c'est le nôtre normalement, c'est d'espèce à espèce, voilà, de transmettre ça. Alors on s'est dit on va essayer de maintenir ça. Et c'était
il y avait un petit moment au début où c'était un petit peu compliqué. Elle a eu du mal les premiers jours. Le lait venait pas trop et elle a dû utiliser des bouts de sein pour l'allaitement, pour stimuler un petit peu la lactation et puis un peu le tire-lait. Et puis après, c'est venu. Et puis depuis, ça roule, il n'y a pas de souci, quoi. Et en fait, on s'est beaucoup renseigné sur l'allaitement et on avait vu que, en fait, il y a très peu de femmes qui réellement ne peuvent pas allaiter. En vrai, c'est plus une légende quand on dit à des femmes bah, vous pouvez pas allaiter, vous n'avez pas de lait. En fait, les sages-femmes, les médecins peuvent dire ça à des femmes qui n'arrivent pas à allaiter. C'est juste que ça a du mal à venir au début. Mais en réalité, il y a que, je crois, c'est 5% ou c'est un très faible pourcentage de femmes qui peuvent pas allaiter en vrai. Et c'est juste qu'on les encourage pas à essayer de continuer. Et après, chacun fait ce qu'il veut. On veut pas endoctriner les gens dans un truc genre il faut absolument allaiter, mais c'est dommage de quelque part de partir tout de suite perdant, si tu veux, parce qu'il y a un problème au début. Et elle avait un petit problème au début et on s'est acharné et finalement ça marche très bien. Mais voilà, et puis il y en a d'autres, on leur dit il y a un problème, ça marchera pas, alors qu'en fait, si ça se trouve, il n'y a pas de problème. Et ça nous énerve un petit peu, quoi, de la part du corps médical, des choses comme ça, de dire aux femmes qu'elles peuvent pas allaiter, alors qu'en fait, si, elles peuvent, pour la majorité. Certaines peuvent ne vraiment pas allaiter, n'ont vraiment pas de lait, mais en fait, c'est très rare. Pourquoi ça vous énerve ? Bah, justement, parce que s'il y a des femmes qui veulent vraiment allaiter et on leur dit non, vous pourrez pas parce que en fait, ça marche pas. Alors qu'en fait, ça se trouve si. Mais du coup, si t'avais prévu ce truc-là, où t'as la sensation de passer à côté de quelque chose, alors que c'est dommage, quoi. Si tu voulais vraiment le faire, si ça te tenait à cœur, t'as peut-être un petit problème au début, ça se lance pas et on t'encourage pas forcément à poursuivre. On dit c'est pas possible, vous y arriverez pas. C'est un peu dommage, quoi, je trouve. Comment toi, en tant que père, t'as vécu justement le fait de pas pouvoir participer ? Parce que alors ma femme n'a pas. Alors ma femme a tenté d'allaiter pendant 15 jours ou 3 semaines et en fait ma première fille est née lors de la canicule de 2006 où elle avait la sensation d'être étalée sur le canapé et en fait ma fille était tout le temps au bout de son sein et en fait il y a eu un moment où c'était compliqué psychologiquement pour elle aussi, je comprends. en plus il y a eu une anecdote aussi où la petite a perdu du poids en fait la première semaine, ce qui est jamais très bon, mais il faisait tellement chaud et c'était compliqué et en fait elle avait tendance à pas la forcer à prendre le sein et donc je me souviens d'un truc où je rentrais moi du boulot et je croise ma femme qui était sur le trottoir avec le landau et donc je suis trop cool, je vais m'arrêter à son niveau et puis continuer avec elle et en fait je la vois en train de pleurer, vraiment elle était en train de pleurer toutes les larmes de son corps avec le landau là, elle était en train de pleurer, je m'arrête et je lui dis qu'est-ce qui se passe, en fait elle s'était fait engueuler par la puéricultrice qui lui avait dit mais c'est n'importe quoi la façon dont vous allaitez, etc. Donc en plus elle l'a vraiment bolos, quoi. C'était compliqué pour elle et je pense que ça l'a un peu cassé dans ce truc là et au final en fait l'un dans l'autre moi j'ai été content après parce que ça m'a permis moi en tant que père de pouvoir, tu vois, donner le biberon à ma fille, de pouvoir l'allaiter et tout, enfin l'allaiter en tout cas, non, de pouvoir la nourrir, pardon. Pas du tout l'allaiter. Et en fait, j'étais avec un daron qui s'appelle Jean-Philippe aussi, qui était dans l'épisode. Le dernier là, voilà, l'épisode j'ai entendu, 31, oui, tout à fait. où il parlait justement de ça aussi, qu'il était content que sa femme voulait pas du tout allaiter et que lui était content parce que ça lui avait permis quelque part de pouvoir. Et puis il exprime aussi un dégoût par rapport au fait que il y a un truc un peu. Moi, j'avais pas envie de voir ma femme faire ça, etc. Bon, bref. Oui, j'avais entendu en plus que vous étiez un peu comment dire. Vous aviez un peu une vision d'horreur du tire-lait aussi. Ouais, enfin moi j'ai vu ma femme faire une fois le tire-lait, j'étais là, ça m'a... moi je l'ai vu faire plein de fois, ça va pas déranger. Ouais, je sais bien, mais en fait... mais du coup j'ai pu participer et nourrir aussi ma fille parce qu'elle tirait son lait. Ok, donc c'était ma question en fait. Vu que j'étais papa au foyer, il fallait bien lui donner le lait plusieurs fois par jour et la seule façon c'était de tirer le lait, quoi, du coup. Donc moi aussi je l'ai nourri et voilà, en tirant le lait... Pas de problème. Avec une tasse à bec, voilà, pour éviter la confusion justement du biberon et du sein. C'est quoi une tasse à bec ? Une tasse... Ça devient technique, je suis perdu. Alors une tasse à bec,
comme un biberon, sauf que t'as un embout qui est dur avec des petits trous au bout, tu vois. Ok. C'est comme pour boire de l'eau en fait quand quand les enfants sont plus âgés. Ok, d'accord. Pour éviter la confusion entre le sein et le biberon, ça peut être une. Ah oui, parce que tu solution. disais que peut-être que si tu lui avais donné le biberon, c'est ça, elle aurait Voilà, ça peut-être peut arrêté. Éventuellement, ça n'arrive Ok. pas systématiquement, mais ça peut casser l'allaitement. Donc si vous prévoyez d'allaiter un enfant, faire du biberon à côté, ça peut potentiellement casser l'allaitement. D'accord. Ah bah, tu vois, je ne savais pas. C'est fou, vraiment. Et donc, ta femme continue à allaiter la petite pendant la nuit, c'est ça alors ? C'est Quand pour ça elle que se tu disais réveille, parfois que c'était- des fois c'est un peu compliqué pour elle, surtout quand elle a les dents qui la travaillent, parce que ça lui fait beaucoup de réveils nocturnes, et puis elle est là, je vais pas bien, et puis oh bah tiens, je mangerais bien, je casserais bien la croûte. Alors du coup, une tétée, et du coup elle se réveille, elle prend une tétée, puis elle se rendort, et puis des fois, c'est pas trop la nuit, mais d'instinct, elle va aller plus naturellement vers ma compagne pour se nourrir du coup que vers moi pour venir se rendormir pour l'instant, tant qu'il y a l'allaitement. Mais après, Elle le vit bien pour l'instant, ta compagne ? ça dépend des nuits, on va dire. Non, mais ça va. Elle le vit bien, mais quand elle s'est réveillée beaucoup de fois la nuit, qu'il est 6h du matin, elle commence un peu à craquer. Je lui dis, mais viens avec moi, là, et puis hop, on fait un gros câlin pour qu'elle se rendorme. Mais si elle veut bien, des fois c'est compliqué, elle veut que sa maman. Mais bon, on fait avec. Hein. Comment tu le vis, toi, quand elle veut que sa maman ? Parce que Bah, t'as pas de sein à lui offrir. non, j'ai pour pas le de coup, sein à lui offrir. Alors voilà, c'est comme ça. Moi, j'ai que des gros câlins à lui offrir. Mhm. Donc c'est comme ça, je ne peux pas lutter, la nature est ainsi faite, tu as faim, tu veux te nourrir, je ne peux pas t'offrir ce dont tu as besoin, donc je le prends comme ça, de toute façon je ne peux pas faire autrement, donc on va faire avec, et voilà. Et non, ça va, moi je le vis bien, je ne l'ai jamais mal vécu l'allaitement, parce que ça se passe très bien, et que je vois que notre fille, ça lui convient très bien, elle se nourrit, voilà. Ouais. Voilà. Ok. Ça sonne très naturel en fait. Donc, Ouais. Et est-ce que c'est pareil, vous avez peut-être question con, j'en sais rien, mais vous avez une date ou un âge à un moment donné où vous allez vous arrêter ou en tout cas non, on n'a pas d'âge, et puis moi j'ai pas trop mon mot à dire, je pense, quelque part là-dedans, parce que de toute façon ça regarde ma compagne et ma fille, quoi, toutes les deux, finalement, quand est-ce qu'elles se sentiront d'arrêter ça, parce que c'est le corps de ma femme, donc c'est bien. elle qui décide de toute façon. Jusque là ça J'ai va. pas mon mot à dire, et puis Mais ne serait-ce et que- ma fille, moi je sais pas, elle prend son lait, quoi. Donc je sais pas, tant qu'elle aura besoin de lait, et après si elle veut passer au lait de vache à un moment, voilà. Ou pas de lait de vache, je sais pas si elle voudra du lait d'autre chose, de coco, ou j'en sais rien, d'amande. On verra bien, mais non, il n'y a pas de date butoir, on essaie de suivre un peu, pareil, à l'instinct, un peu comme le dodo, en fait, finalement, à l'instinct, de savoir quand est-ce que les choses évolueront pour la prochaine étape. Il y a une des auditrices d'Histoire de Daron, justement suite à cette remarque qu'on avait eue avec Jean-Philippe, qui me disait que d'une manière générale, les gens avaient tendance à juger les mères et les parents en fait, mais les mères plus particulièrement, qui avaient tendance à peut-être allaiter leurs enfants quand ils étaient un peu plus grands. J'imagine que ça a été le cas pour vous. Tu fais oui là, je te vois faire oui. C'est un truc un peu général, pour certains, et puis même peut-être nous, avant d'être parents, on n'avait pas forcément un regard très bienveillant sur les personnes qui allaitaient longuement, et on ne trouvait pas forcément ça très sain. Mais finalement, en le vivant, on se rend compte que c'est tout à fait naturel et qu'il n'y a rien de dérangeant là-dedans. Et finalement, c'est ça aussi, c'est une de nos convictions qu'on avait avant qui a un peu volé en éclats, de se dire que... Et c'est pour ça que je dis que c'est marrant, parce que ma compagne n'était pas du tout pro-allaitement, et que même, limite, ça la dégoûtait avant de voir des femmes qui faisaient de l'allaitement long et qui se disaient c'est glauque quand même. Et au final, elle fait un allaitement long. Donc, comment elle
Vous en avez déjà parlé. Bah oui. Comment elle se perçoit aujourd'hui par rapport à ça, justement par rapport justement qu'elle a énormément changé, quoi. Parce que si je reparlais à la moi d'avant d'être mère, et que je lui disais tu vas faire un allaitement à 2 ans, ta fille elle sera toujours au sein, là elle du passé lui dirait foutaise. C'est ça, baliverne. Ouais. Mais c'est ça, on a du coup on a changé d'avis, de point de vue, juste en le faisant, tout bêtement, quoi, sans se dire, sans avoir de projet. Voilà, tu vois, comme je te disais, on n'a pas de date butoir, de choses comme ça. On le fait et on le vit. Et on voit au fur et à mesure comment ça évolue et comment on le sent, nous aussi, en le faisant, tout simplement. Et pour l'instant, tout se passe bien. Donc, t'as peut-être encore une question con, mais ta femme, elle... Il n'y a pas de question con. En fait, ta femme, elle a jamais exprimé le désir de vouloir récupérer son corps quelque part, que pour elle. Et là, tu vas parler à sa place, je sais, mais bon, désolé, c'est histoire de daron, c'est pas... Oui, je sais, c'est histoire de daron, du coup. Non, mais... Il n'y a pas à un moment donné une sensation d'être obligé de partager Il y avait eu des petits moments un peu compliqués pendant les poussées de croissance où là, comme le bébé grandit d'un coup, il a besoin de beaucoup de lait. Il tète beaucoup aussi. Et c'était un peu accaparant. Où elle a un petit peu craqué, et elle a hésité à arrêter, des choses comme ça, mais finalement, c'est quelqu'un de très têtu. Alors du coup, elle s'est dit non, je continue. Et voilà. Elle a dépassé un peu ce truc-là. Mais ouais, c'est arrivé par moments, mais c'était plus de l'agacement, de choses comme ça, de moments qui étaient très intenses en demande de nourriture pour l'enfant, qui était très prenant en temps, en fait, tout simplement, tout bêtement. Et ouais, où là, tu peux même plus rien faire, quoi, parce que tu es tout le temps en train d'allaiter. Oui. Et c'était très énervant au bout d'un moment, quoi. Ça fait quelques jours que ça dure, tu fais c'est relou. Mais bon, après la poussée de croissance s'arrête et puis ça redevient un rythme normal. Et puis voilà, tu te dis ça va, c'était un cap à passer. Je passais la poussée de croissance, maintenant ça va, c'est reparti. Jusqu'à la prochaine poussée de croissance. Et ça se passe. Plus l'enfant grandit, plus ça se passe, donc ça va. C'est de plus en plus gérable. Puis là, aujourd'hui, il n'y a pas de souci, quoi. J'ai une dernière question que je pose à tous mes invités. Bien sûr. Qu'est-ce que tu dirais à ta fille si elle écoutait ce podcast dans 10 ans? Dans 10 ans. Elle aurait 12 ans, presque. Ouais. Elle serait immense. Ma fille a 12 ans, elle est immense. C'est n'importe quoi. Ah, mais t'es grande, toi aussi. Ouf, non, c'est juste, elle est grande par rapport à quand elle avait 2 ans, elle est vachement plus grande. Ouais. Qu'est-ce que je voudrais lui dire? Je sais pas. Il y a tellement de choses que je voudrais lui dire, en fait. J'espère qu'elle serait... Je voudrais lui demander si elle est épanouie, si je lui ai donné tout ce dont elle avait besoin, si on lui a donné tout ce dont elle avait besoin, et si on a su l'accompagner comme il fallait, lui donner les bonnes clés pour grandir, pour s'épanouir sur tout un tas de choses, parce que ça s'arrête pas au sujet qu'on a abordé aujourd'hui, parce qu'il y en a tellement. Oui, voilà. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ça, mais... Voilà. Mais c'est pour ça qu'il y a plein d'autres invités aussi, et c'est toujours très intéressant. Moi, j'écoute attentivement Histoire de Daron. Et voilà, c'est bien justement de voir ça. Mais ouais, je sais pas, il y a tellement de choses que je voudrais lui dire dans 10 ans. Et j'ai un peu hâte, et pas trop hâte non plus, de voir la personne qu'elle sera dans 10 ans. Pas trop hâte parce que ça veut dire que la période de maintenant va s'arrêter. Et voilà, mais bon, c'est normal, les choses changent, faut s'y faire. Tu penses que tu seras nostalgique de l'époque où elle était plus petite? Je sais pas. Je fais pas de plan sur la comète, mais j'essaie de prendre tous les moments agréables aujourd'hui, de me dire justement profites-en parce que ça passe très vite et déjà ce qui est passé, c'est passé et ça continue d'avancer et ça avance très vite. Donc prends chaque moment et chéris-les, enfouis-les bien, garde-les parce que ça passe très vite. J'essaie vraiment de capter ce qui se passe là, maintenant, tout de suite et pas trop encore me projeter parce que j'ai l'impression que je pourrais me perdre. Enfin, c'est bien de savoir un petit peu où on va, mais j'ai pas envie de me perdre dans des projections alors que finalement il y a des choses à vivre maintenant. Puis en plus à 12 ans, tu vas voir, c'est le début de l'adolescence, elle te regarde comme ça. Ça veut dire des regards qui en disent long.
Ah, j'ai hâte. Va mourir. Un grand merci Julien. Mais je t'en prie. C'était super, merci d'avoir répondu à toutes mes questions bêtes. Il n'y a pas de questions bêtes. Ça m'a fait très plaisir. Ça m'a fait très plaisir de te répondre. C'était cool, merci beaucoup, à bientôt. Super. Salut. Merci. Un immense merci d'avoir écouté, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous rappelle qu'Histoire de Daron sort tous les premiers et les troisièmes lundis de chaque mois. Je vous invite aussi à vous abonner à ce podcast, à lui mettre une bonne note sur vos applis de podcast préférés, Apple Podcast sur iPhone, Podcast Addict sur Android par exemple, mais vous pouvez aussi retrouver Histoire de Daron sur Deezer, sur Spotify, sur SoundCloud et même sur YouTube. Vous retrouverez tous les liens dans les notes de ce podcast. Si vous avez une histoire de daron ou quelque chose qui fait de vous un daron un peu à part, n'hésitez pas à m'écrire, vous pouvez m'envoyer un mail sur histoirededaron@rockymag.com, histoire de daron, histoire avec un S, daron avec un S, rockymag, ROCKIE-MAG.com, je vous mets le lien dans les notes du podcast et je ferai en sorte de vous répondre au plus vite. Enfin, je vous précise que même si vous écoutez en podcast, vous pouvez venir me laisser un commentaire sur l'épisode sur YouTube, ça me fait toujours très très plaisir de voir vos réactions, je vous mets l'adresse de la chaîne également dans les notes. Je vous dis à la prochaine fois et d'ici là, je vous souhaite une très belle vie.